Qu'on l'aime ou non, Jay-Z détient clairement une des carrières les plus impressionnantes de toute l'histoire du rap. Accumulant désormais plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie de la musique, le rappeur a lâché un nombre incalculable de classiques alors qu'il partait de tout en bas. Il y a ainsi aujourd'hui beaucoup de manières différentes de voir Jay-Z, que ce soit Jay-Z en tant qu'ancien dealer de drogue devenu rappeur, Jay-Z l'entrepreneur extrêmement riche omniprésent sur énormément de domaines différents, comme le marché de l'alcool, ou même dans le streaming avec son entreprise Roc Nation, chez qui Rihanna était elle-même signée pour 25 millions de dollars, et qui possède d'ailleurs en parallèle désormais sa propre plateforme de streaming avec Tidal, qui compte plus de 2 millions de personnes inscrites et qui figure parmi le top 3 des plateformes qui rémunèrent le mieux les artistes. Et toutefois ça ne s'arrête pas là, puisqu'il est également réputé pour être le mari de Beyoncé, constituant alors le couple le plus puissant de tous les États-Unis dans l'industrie de la musique. Néanmoins, même s'il a beau avoir une réputation extrêmement pesante aux yeux du monde entier, en étant d'ailleurs même lié d'amitié avec un des hommes les plus riches au monde du nom de Warren Buffett, ou encore l'ancien président des États-Unis Barack Obama, il y a toutefois peu de gens qui savent réellement comment Jay-Z peut avoir un côté particulièrement sombre et faire des choses complètement folles. Ainsi c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui en replongeant dans une histoire que très peu de gens connaissent, datant d'une époque où Jay-Z avait seulement 12 ans, lorsqu'il a littéralement pris son arme et tiré sur son frère addict au crack, qui n'était quant à lui âgé que de 16 ans. Toutefois, avant d'entamer la vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose de particulièrement cohérent avec la chaîne puisque ça concerne la musique avec Dipster. Ainsi, Dipster est une plateforme de distribution qui peut donc être très utile si tu fais du rap, puisqu'elle permet à n'importe quel artiste de mettre sa musique sur plein de plateformes de streaming, que ça soit par exemple sur Spotify ou même sur Deezer. Ils ont d'ailleurs également un site internet super bien présenté, ainsi qu'une application mobile dispo sur Android ainsi qu'iOS, et ils proposent entre autres deux offres. La première est une offre gratuite te proposant de sortir tes morceaux sur les plateformes en touchant 80% de tes royalties, qui sont donc ton argent, et la deuxième est une offre payante, mais où tu touches 100% de tes royalties, et avec laquelle tu peux upload sur plein de réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, notamment pour les Reels, sur Snapchat pour les Stories, ou encore même sur TikTok, qui sont des réseaux où tout peut aller extrêmement vite. Quoi qu'il en soit, si t'es dans le domaine de la musique et que t'es notamment quelqu'un qui se lance dans le rap, hésite surtout pas à aller te renseigner, le lien sera dans la description, et sur ce, la vidéo peut vraiment commencer. Alors tout d'abord, avant que je commence à vous parler de cette histoire, il est primordial de retracer toute l'histoire de Jay-Z en revenant à ses origines bien avant le succès. Ainsi, n'importe quel fan qui a déjà écouté Jay-Z en se concentrant sur ses paroles, sait indéniablement qu'il a connu des années très difficiles durant son enfance, à force de grandir dans un environnement extrêmement sombre. Environnement qu'il a entre autres énormément marqué, à tel point qu'il ne peut pas faire ne serait-ce qu'un seul son où on ne l'entend pas mentionner le célèbre ghetto de Marcy à Brooklyn où il a grandi. Ainsi, Marcy était un ghetto de New York très connu dans les années 80 et 90 pour être un énorme recueil de crackheads, de drogue dure et d'une violence extrême qui était devenue une référence pour plein de rappeurs dans ces années-là. Jay-Z en a notamment parlé dans absolument tous les projets qu'il a sortis dans sa carrière, et il y avait même des humoristes qui en profitaient pour faire des blagues à la télé en parlant de ce quartier où les gens allaient tous pour prendre de la drogue. Néanmoins, quand on y pense réellement, des bons rappeurs qui ont réussi à percer en ayant de base des très gros vécus, jusqu'à aujourd'hui il y en a plein, que ce soit Lil Wayne qui a tenté de se suicider quand il avait seulement 12 ans en se tirant une balle à quelques centimètres du cœur, plus récemment Young Thug qui a eu son premier enfant quand il avait seulement 14 ans, ou encore même Tay-K qui s'est retrouvé à faire un clip devant son propre avis de recherche, alors qu'il était activement recherché par la police pour meurtre. Et justement, en voyant tout ça, on peut donc se demander ce qui différencie réellement Jay-Z de tous les gens qui faisaient du rap à cette période, et au final même jusqu'à l'heure actuelle, puisqu'il incarne toujours une image très symbolique. Eh bien ce n'était pas seulement le fait qu'il ait réussi à sortir de la pauvreté en partant de rien, en devenant un homme extrêmement respecté dans tout le domaine de la musique en globalité, et en montrant des grosses sommes d'argent et des belles voitures dans ses clips, en ayant une vie de luxe que tout le monde rêverait d'avoir comme n'importe quel rappeur pourrait le faire, mais c'était surtout le fait qu'il était capable de monter ça à un tout autre niveau en construisant une entreprise de business valant plusieurs millions de dollars, bien au-dessus de tout ça. Et il est par la suite ainsi même parvenu à devenir milliardaire à force de faire des centaines de millions de dollars dans énormément d'industries différentes, complètement en dehors de la musique, que ce soit dans la mode, dans l'alcool ou même dans le sport, notamment en rachetant des joueurs de basket. Et pourtant en 2004, Jay-Z avait sorti un album classique du nom de Black Album, qui est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui possiblement un des meilleurs projets de tous les temps, et à l'époque tout l'album avait fait une grosse polémique puisqu'il était principalement centré autour du fait que ce serait son dernier projet et qu'après ça il ne ferait plus jamais de musique. Et à cette période, Jay-Z était sur le point d'avoir une des fins de carrière les plus légendaires de toute l'histoire, puisqu'il était ainsi déjà dans le rap depuis plus d'une décennie entière, et à ce moment-là il avait lâché 7 albums dont 6 qui étaient directement arrivés à la première place des charts, sans compter le fait qu'il avait déjà été disque de platine plus de 8 fois, ce qui rendait son retrait particulièrement étonnant puisqu'il semblait toujours capable d'être très productif.
Et c'est d'ailleurs justement ce qui a fait que durant toute sa carrière, il a toujours été très contrasté entre son succès d'entrepreneur qui le rendait extrêmement riche et son succès hors norme dans la musique qui faisait que beaucoup le voyaient même comme le meilleur rappeur de tous les temps, dû au potentiel hors du commun qu'on pouvait déjà sentir dès son premier album. Cependant, même si je vous ai présenté que la partie positive de sa carrière, il y a toutefois quelques histoires de Jay-Z dans son passé, affirmant qu'il aurait intentionnellement esquivé certains moments dans beaucoup d'interviews où on lui parlait de choses particulièrement violentes qu'il aurait commises dans son enfance. Il est aussi très étrangement fermé à l'idée de parler des tout premiers morceaux de sa carrière, datant notamment de l'époque où il faisait partie d'un groupe de rap en 1990, ou même de quand il est apparu dans un fameux hit sorti en 1989, nommé Hawaiian Sophie. Ainsi, le titre de cette vidéo te dit peut-être quelque chose si t'es vraiment fan à mort de Jay-Z, mais si t'es quelqu'un qui l'écoute juste de temps en temps, il y a beaucoup de chances pour que tu n'aies jamais entendu parler de cette histoire et que tu n'aies absolument jamais vu Jay-Z évoquer quoi que ce soit qui serait relié, étant donné qu'il y est très fermé, à tel point qu'on pouvait même le voir refuser catégoriquement de répondre à des questions qui y seraient liées durant une interview de CBS. Je trouve ça personnellement très intéressant de voir le mystère qu'il a décidé d'y laisser, puisque ça nous laisse nous demander si Jay-Z refuse de parler de ça simplement parce que c'est un souvenir trop douloureux pour lui et qu'il regrette beaucoup, ou bien si ça serait pas pour une autre raison, notamment dû au fait que cette histoire cacherait des détails trop graves pour qu'il puisse les révéler, étant donné que ça pourrait lui apporter de sérieux problèmes. Toutefois, l'histoire raconte donc que quand Jay-Z avait 12 ans, il aurait tiré sur son frère de 16 ans nommé Eric, qui était sévèrement addict au crack, en lui tirant une balle dans l'épaule après que ce dernier lui aurait volé 2 bagues en or qu'une fille avait offertes à Jay-Z. Par la suite, le frère de Jay-Z sera alors tombé inconscient et aurait été transporté à l'hôpital, où il n'aurait finalement pas porté plainte et serait même allé jusqu'à s'excuser auprès de Jay-Z pour lui avoir volé ses bagues. Maintenant, ça peut paraître anecdotique, mais c'est pas arrivé n'importe quand puisque ça s'est passé quand Jay-Z avait 12 ans, et c'est très important de retenir ça car c'était précisément à cet âge-là que le père de Jay-Z a en fait pris la décision d'abandonner leur famille suite à une grosse dépression due au fait que son frère venait de mourir, et que Jay-Z s'est donc lancé à ce même âge dans le trafic de drogue pour pouvoir ramener de l'argent à sa famille. Ainsi, comme vous aurez pu le comprendre, il y a vraiment très peu d'informations concernant cette histoire, mais en faisant mes recherches avec le peu de choses que j'ai pu trouver en parlant, j'ai pu voir que d'après ce sur quoi je suis tombé, au moment où il aurait tiré sur son frère, il y avait eu apparemment les 2 sœurs de Jay-Z qui étaient présentes, ainsi que la même fille qui lui avait offert les 2 bagues. Il a aussi dit que la raison pour laquelle il aurait commis cet acte serait en partie car leur famille traversait énormément de problèmes à l'époque, et qu'ils étaient nombreux à penser que Eric, donc le frère de Jay-Z, volait des objets de valeur ainsi que de l'argent à tous les membres de leur famille pour aller acheter de la drogue due à son addiction. Et vu que c'était encore une fois dans la même année que leur père avait quitté leur famille, Jay-Z aurait fait ça juste en face d'eux pour pouvoir leur faire comprendre qu'il serait toujours là pour les protéger. Il n'y a entre autres jusqu'à aujourd'hui qu'un seul son où Jay-Z parle de cette histoire en rentrant dans les détails, sur You Must Love Me, et il a d'ailleurs plus tard avoué que juste après lui avoir tiré dessus, il pensait qu'il irait en prison pour le restant de ses jours, et qu'à ce moment-là dans sa tête, sa vie était définitivement terminée. Par ailleurs, c'est particulièrement intéressant puisque Jay-Z a par la suite déclaré que c'était la seule fois où il a tiré sur quelqu'un de toute sa vie, et jusqu'à aujourd'hui il y a très peu d'informations sur son frère Eric qui est toujours en vie et qui est toutefois sur beaucoup de photos avec Jay-Z et Beyoncé. Néanmoins, même s'il est très silencieux à propos de cette histoire, il y a eu beaucoup d'occasions où il a parlé d'une fois où il se serait fait tirer dessus à 3 reprises par un homme alors qu'il était à seulement 2 mètres de lui, mais il choisira toutefois de garder un mystère omniprésent dans chacune des interviews où il en parlera, ce qui peut donc nous laisser nous demander si tout ça ne serait pas en réalité un choix stratégique très réfléchi depuis le début. Ainsi, en conclusion, je trouve ça très intéressant la manière dont il a réussi à gérer cette histoire au fil des années, puisqu'elle démontre bien que la manière dont les gens voient les rappeurs aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il en était il y a quelques décennies. On pouvait notamment clairement le voir avec Rick Ross qui se donnait une image d'énorme baron de la drogue en reprenant l'identité d'un des plus gros trafiquants de cocaïne de tous les temps, lorsque les gens ont tous découvert qu'en réalité il mentait complètement depuis le début et que c'était même un ancien gardien de prison, ce qui aurait littéralement pu éteindre sa carrière quelques années auparavant, mais qui ne s'est toutefois pas produit étant donné que les gens n'y prêtent plus importance tant que c'est un bon rappeur. Et c'est un bon exemple puisque ça prouve bien que les rappeurs comme Rick Ross et les artistes modernes de nos jours viennent d'une ère où les fans s'en foutent complètement de se demander s'ils vivent ce qu'ils écrivent dans leurs sons ou si au contraire c'est complètement fictif, totalement à l'opposé d'avant. Il y a quand même quelques artistes qui ont des histoires tellement choquantes qu'ils ont pu surfer dessus pour percer, notamment avec TK lorsqu'il a sorti son morceau The Race, en étant littéralement en cavale pour meurtre, mais ça reste un cas très unique qui n'est clairement pas courant. Et justement la différence ici est que Jay-Z vient de cette ère où les rappeurs étaient obligés de vivre tout ce qu'ils disaient dans leurs morceaux, et je trouve ça vraiment très impressionnant quand on voit à quel point ils gardent toujours une longueur d'avance, en ayant en l'occurrence ici fait exprès de laisser une ambiguïté. En ne parlant pas de cette histoire, il laisse alors à la personne qui l'écoute décider d'à quel point il veut que Jay-Z soit frais dans ses sons ou pas, et il n'en tire par conséquent que le meilleur, étant donné qu'il plaît donc à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, qu'on veuille le voir comme un gars sombre ou tout simplement comme un homme extrêmement intelligent, il y a toutefois une chose qui restera toujours indéniable, le fait que Jay-Z est un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que j'ai clairement fait sur un coup de tête étant donné que je trouvais le sujet particulièrement intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un like ou encore à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis bye, c'était Afflex et à une prochaine vidéo.